Vous voyez le même écran que moi? Tu vois le petit bandeau? Ouais, donc ça c'est bon. Bonjour à toutes et tous, merci, d'être, aussi nombreux, pour ce webinaire. Donc, nous sommes, Roby et Valérie et pendant ces 30 minutes, nous allons vous présenter, différents cas rencontrés chez nos clients que l'on a eu envie de vous partager. La promesse de ce rendez-vous, c'est qu'avant, vous aviez du mal à nettoyer vos données, mais que ça, c'était avant. Parce que grâce à ces retours d'expérience, vous saurez quoi faire et quel outil utiliser et comment vous y prendre pour nettoyer vos données. Côté logistique, vous avez un chat qui est à droite de votre écran. Vous pouvez poser vos questions durant toute la durée du webinaire, pas de souci, on y répond au fil de l'eau. On va aussi vous proposer 2 sondages pendant notre webinaire. Pareil, l'onglet est à côté du chat et les résultats seront visibles quand tout le monde aura répondu. Ceci étant posé, rapidement, qui sommes-nous? Alors, Tell of Data est un éditeur de logiciels français dont l'actionnariat est composé du groupe Nextedia. Et Nextedia, c'est une société qui est spécialisée notamment dans la cybersécurité et qui est cotée à la bourse Euronext. Et à l'origine de la création de Tell of Data, le but était d'imaginer un outil accessible à tous et y compris aux non-informaticiens. Et l'objectif a donc été de créer un outil qui permet d'analyser en masse des problèmes de qualité, de les redresser, de les corriger, de les nettoyer, la promesse du jour, mais pas uniquement de les identifier, donc de faire effectivement toutes ces actions. L'outil est complètement no-code. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le monde peut l'utiliser puisque sa vocation première est d'être accessible à tous. Et donc, pour illustrer ceci, on vous présente un petit graphique rapidement avec les 6 étapes du préparage ou du nettoyage de données. Les 2 premiers chevrons qu'on va vous présenter, c'est pour découvrir la donnée. On va la chercher. Tell of Data va analyser des milliers de tables, des fichiers, des bases de données. Enfin, il est capable de travailler et d'assembler des sources variées qui sont venues d'endroits différents. Aucun problème. Tell of Data va aussi auditer la donnée. Est-ce qu'il y a des données manquantes, des doublons, des triplons? Enfin, on a tous connu ça. Et toute cette analyse est faite automatiquement par le moteur d'intelligence artificielle qui est embarqué dans la solution. Ensuite, les autres chevrons, 3 et 4, c'est ce qu'on appelle les briques de restructuration. C'est ici qu'on commence à travailler sur la donnée, à la corriger, à l'enrichir éventuellement. Et pour cette phase de correction, toujours pareil, on peut croiser des sources différentes. Et enfin, les dernières étapes, les étapes 5 et 6, on va pouvoir les données une fois validées, on va pouvoir, sans coder toujours pareil, on va pouvoir ou bien les remettre dans le circuit de validation de production et les réutiliser et réutiliser des données propres, ou bien on va utiliser ces données pour, des statistiques, et pour de la visualisation, notamment à travers notre outil de data visualisation. Ces étapes étant présentées, Roby, je te passe le relais. Merci Valérie. Moi, je vais prendre le temps de poser le problème de pourquoi on est ici sur ce webinaire aujourd'hui. Le problème de fond, c'est que 80% du temps passé sur les projets data euh, est absorbé par la préparation de données. Et pourquoi? Parce que les données présentent des problèmes, elles ne sont pas propres, on l'a dit tout à l'heure, elles peuvent être carrément pourries. Euh, et l'équipe data qui a des connaissances métiers, qui sait ce que veulent dire les données, qui les regarde et qui les comprend, elle a un obstacle qui est que ces données ne sont pas de bonne qualité et que les outils qui sont à disposition pour résoudre le problème ne sont pas totalement adaptés au sujet. Et donc, l'équipe data a besoin d'informaticiens, a besoin de codeurs pour pouvoir résoudre des problèmes. Et si dans des grandes organisations, on demande de l'aide aux informaticiens, à cause de leur charge de travail à eux, on a des réponses du genre OK, on va pouvoir s'en occuper, mais l'année prochaine. Ou oui, je peux mettre ça dans la queue, on pourra travailler dessus à peu près dans 12 mois, mais pas avant. J'ai trop de choses à faire. Et donc, ça contribue à perdre du temps. Et c'est ça qui fait que le sujet de la data préparation est aussi important quand on parle de projet data. Et donc, par rapport à ça, il y a des approches conventionnelles où traditionnellement on fait appel à du code. On utilise certains outils pour traiter la donnée. Et l'approche classique, c'est d'utiliser du code. Donc
un outil ou une combinaison d'outils fréquemment utilisés, c'est Excel et Power BI. Et Excel, c'est vraiment le couteau suisse pour travailler sur la donnée. Et Power BI, ça peut être un outil fantastique pour faire une visualisation rapide. Et pouvoir on peut aussi faire du calcul dans Power BI, de calculer et de coder du traitement de la donnée dans Power BI. Mais ça, ces outils-là présentent un certain nombre de désavantages, parce que si vous posez la même question à deux feuilles Excel différentes, comme la logique business est dans la feuille Excel ou dans le rapport Power BI, vous avez un risque d'avoir deux réponses différentes. Et ça c'est vraiment un problème. Et le deuxième problème, c'est que tout l'effort est pris pour maintenir l'existant, parce que c'est très manuel. Et donc l'équipe data a une série de rapports, a produit des informations, et ça coûte beaucoup d'efforts pour maintenir et pour mettre à jour les données et pour produire des nouvelles, des reportings mensuels, des choses comme ça. Et donc, c'est extrêmement chronophage aussi, là encore. Et donc, quand on veut faire des nouveaux projets, c'est un petit peu difficile, ça peut être mission impossible, parce que l'essentiel de l'effort est pris pour maintenir l'existant. Alors, on peut aussi faire intervenir des codeurs, on peut recruter des codeurs, faire venir des stagiaires, des personnes qui portent une compétence de programmation. Et donc là, typiquement, on peut dire, bon, ben, on va tout faire en Python, ou on va faire du Python ou du SQL. Et là aussi, donc ça, c'est vraiment une approche code. Et là aussi, on a un certain nombre de problèmes, parce que plus le temps passe, plus on a une accumulation de code, et plus ça devient compliqué. Donc, surtout s'il y a des changements d'équipe, si vous avez recruté un ou une stagiaire pour faire du Python, le jour où le stage est terminé et un ou une autre stagiaire arrive et continue à produire du code, le code peut devenir vraiment difficile à lire, difficile à comprendre, et vous pouvez avoir une accumulation de code, et plus le temps passe, plus ça devient compliqué. S'il y a des gens dans l'équipe qui changent de fonction, il y a une complexité à reprendre la connaissance et à poursuivre le travail qui a été engagé, parce que quand même le code, c'est compliqué. Et aussi, c'est spécialisé et c'est lent, donc il faut recruter des personnes avec une compétence particulière. Et puis, ça met du temps pour répondre aux demandes. Et donc, on a aussi un phénomène de goulot d'étranglement qui fait que c'est long de résoudre les problèmes et de satisfaire les demandes. Et enfin, il y a une dernière chose qui est importante, c'est que ça peut être difficile pour piocher des données à droite à gauche et les combiner ensemble. Par exemple, si je fais du travail avec SQL, je vais pouvoir travailler avec une source de données d'un certain type. Si je veux prendre des feuilles Excel, des données CSV, et puis dans mon système informatique, j'ai différentes sources de données, je vais avoir du mal à les faire parler entre elles avec du SQL. Donc, on a, avec cette approche qui est vraiment classique, un certain nombre de problèmes en prenant une approche code. Et c'est pour ça que nous, l'approche que nous préconisons et qui est portée par notre produit, c'est une approche no-code. Et elle présente pas mal d'avantages. Je vais vous en décrire quelques-unes. Euh, D'une approche no-code, on a un travail qui est lisible, parce que c'est beaucoup plus succinct et c'est beaucoup plus simple pour faire la même chose. Donc, ce qui prenait beaucoup de lignes de code à faire, avec un outil no-code, ça peut être décrit de manière vraiment, vraiment très succincte. Et ça fait que des nouveaux arrivants, des personnes qui reprennent du travail qui a été fait, peuvent comprendre beaucoup plus vite ce qu'ils voient. Et donc, il y a une accessibilité dans ce qui est fait et une simplification dans ce qui est fait. Et du coup, la productivité est meilleure, est bien meilleure en fait. Et il n'y a pas que nous qui le disons, nos clients le disent aussi. On a l'exemple d'un client qui a acheté Teledata et qui a fait l'expérience, fait un essai de refaire ce qui avait été fait en Python précédemment. Et ce qui avait pris une semaine et demie à faire en Python a été fait avec Teledata en 2 heures. Donc là, on est vraiment en train de parler d'un changement d'échelle incroyable en termes de productivité, de simplicité. On passe de quelque chose, ça ouvre des possibilités dans ce qu'on peut faire qui sont complètement nouvelles. Et aussi par rapport à ce que je vous racontais tout à l'heure sur le mélange de la logique business avec la visualisation, et donc le risque
d'être décrédibilisé quand on présente des reportings, parce qu'on demande combien de widgets on a fait le mois dernier et un rapport dit qu'on en a fait 500 000, un autre rapport dit qu'on en a fait 380 000 et puis peut-être qu'un troisième rapport va dire quelque chose de différent. Là, avec un outil comme Teledata où on peut faire de la préparation de données séparément de la visualisation, on met la logique métier bien en amont de la visualisation et on fait une séparation qui est propre. Et donc, on augmente considérablement les chances d'avoir la même réponse à la même question et d'avoir une seule source de vérité, parce que on n'est pas en train de mélanger la visualisation avec les règles business, avec les calculs. Et enfin, un énorme avantage, c'est que comme c'est beaucoup plus simple à utiliser, la barrière à l'entrée est beaucoup plus basse et donc, il n'y a pas besoin d'être un spécialiste pour pouvoir faire du travail sur la data, pour pouvoir redresser des données et les améliorer. L'accès se démocratise et la promesse de Teledata, c'est qu'il faut une journée de formation pour être autonome et transformer ces données. On a quelque chose, on n'a pas besoin de 15 ans d'expérience en programmation et donc c'est beaucoup plus accessible. Ça se démocratise. Et le but, c'est vraiment de démocratiser la data. Et donc, dans ce contexte, Valérie, le moment, je crois, est venu pour passer un sondage. Ouais, oui, effectivement, on va vous présenter un 1er sondage qui va apparaître, à votre écran à côté du chat. Donc, là, vous aurez 2 minutes pour y répondre et après le sondage se ferme. Il y a une question, hein, pas compliquée, il y a quelques réponses, donc prenez le temps de bien lire les réponses et les résultats seront publiés lorsque tout le monde aura répondu. Roby, je te repasse la main. Alors, dans la suite de ce qu'on vient de vous raconter, on va vous parler de 4 exemples, de 4 cas d'usage différents, dans des contextes différents. Et on va vous expliquer par rapport au problème de dédoublonner, de corriger le problème de la data pourrie, qu'est-ce qui peut être fait. Et je vais commencer avec un exemple un premier cas d'usage où on a beaucoup de questions qui tournent autour de trouver des doublons, des triplons, des quadruplons dans la donnée et de travailler sur l'orthographe et de pouvoir débusquer des liens cachés dans la data. Et ça se passe dans l'environnement des ministères, pardon. Ça se passe dans l'environnement des ministères où on a des problématiques qui sont assez ressemblantes. On a des consultants qui ont travaillé pour différents ministères avec Teledata. Et le but est de débusquer des liens cachés dans la data. Donc, par exemple, en ce qui concerne la fraude au permis de conduire, c'est un vrai problème. Il y a des gens qui trouvent un moyen astucieux de gérer leurs points en ayant plusieurs permis de conduire. Et donc ça il faut y remédier. Et c'est caché dans la data. On a c'est très difficile d'identifier les doublons dans la data. Si vous avez la liste de tous les permis de conduire, c'est très difficile de repérer les doublons, des gens qui sont déclarés plusieurs fois avec dans leur nom de famille, leur prénom, des orthographes un peu différentes, ou phonétiquement c'est la même chose, mais ça s'écrit différemment. Et quand on regarde les adresses aussi, pour ces personnes où il y a déjà un certain croisement au niveau des noms prénoms, au niveau de l'adresse, c'est pas la même adresse, même si physiquement, géographiquement, c'est juste à quelques maisons d'écart. Donc il faut pouvoir trouver ces doublons dans la donnée. Et dans certains cas, il peut y en avoir beaucoup. Hein. Ça peut être assez impressionnant. Et pour un autre exemple, pour les événements culturels, là, on est en train de parler de publication en open data. Donc, les entités publiques, elles ont une politique de publier des informations en open data, des informations qui vont être utiles aux gens qui les consultent. Et donc, il y a besoin que l'information soit de bonne qualité. Et quand on est dans les événements, on a des associations, des listings de prochains événements culturels. Et ça peut être extrêmement difficile de les croiser, de comprendre est-ce qu'on est en train de parler du même spectacle, est-ce qu'on est en train de parler du même festival, et de pouvoir faire le tri et d'extraire l'information qu'il faut publier et de pouvoir nettoyer toutes ces données, toutes ces sources différentes et de les croiser et d'en sortir quelque chose de cohérent. Et c'est très difficile de faire à la main, ça prend énormément de temps et c'est un process continu, il faut refaire et refaire. Donc ça peut être un problème.
Et dans le milieu hospitalier, en troisième exemple, on a des exemples de parcours de soins qui sont un petit peu anormaux, des personnes qui se font traiter plusieurs fois pour la même chose. Et donc, il n'y a pas forcément toujours suffisamment de recul sur l'activité de l'hôpital. Et donc, on essaye d'analyser ce qui a été fait et de débusquer les anomalies. Et là aussi, c'est un petit peu pareil que pour les permis de conduire. Ça peut être la même personne, mais c'est pas écrit pareil. Mais c'est quand même la même personne dont parlent ces listings. Donc, dans toutes ces problématiques, le point commun, c'est de pouvoir rapprocher des noms qui sont quasiment pareils et d'identifier des lieux qui ne sont qu'à quelques maisons d'écart. Et donc, la recette, en quelque sorte, la solution, c'est d'utiliser un logiciel no-code comme Teledata et de faire appel aux fonctions de matching flou dans Teledata, c'est-à-dire de faire correspondre des noms qui ont la prononciation proche et de pouvoir analyser des millions de lignes, des milliards de lignes de listing potentiellement pour détecter là les cas, les clusters où on est en train de parler de la même chose, de la même personne. Ou dans le cas des événements culturels, de pouvoir croiser différents listings et de pouvoir voir ce qui est pareil et ce qui est différent et de consolider tout ça. Donc, on est en train de parler de passer sortir du périmètre dans lequel on fait un matching exact des méthodes classiques pour entrer dans un univers où on peut faire du matching approximatif et débusquer des correspondances qui étaient cachées et qui seraient invisibles si on n'avait pas un outil comme Teledata. Voilà, donc ça c'est un premier exemple. Et Valérie, tu vas nous emmener maintenant dans un monde complètement différent, Exactement. autour des migrations CRM, c'est ça? Exactement, dans un autre univers. Donc là, je vais illustrer un cas de préparation de données dans le contexte d'un changement de logiciel. Donc je veux bien que tu affiches, merci beaucoup. Donc on a tous connu ça, hein, un nouveau logiciel de paye, de gestion de contrat, un logiciel pour gérer les clients ou la compta qui se décide de s'équiper d'un outil plus performant. Bref, tous les cas de changement d'outils informatiques sont concernés par le problème du nettoyage des données. Donc au départ, on a un logiciel que l'on souhaite changer et qui contient des données anciennes. La question est donc, est-ce qu'on reprend les données telles qu'elles sont et qu'on les remet dans le nouvel outil, ou bien est-ce qu'on en profite pour faire un petit peu de ménage? Alors le logiciel choisi n'est pas équipé de solutions pour nettoyer les données puisque c'est pas son métier. Et si rien n'est fait, les utilisateurs du nouveau logiciel sont très contents du nouveau choix, mais ils vont se retrouver avec des doublons ou des presque doublons, c'est-à-dire une ou 2 lettres d'écart et comme vous l'expliquait Roby tout à l'heure, qui sont parfois compliqués à détecter parce que c'est pas des doublons exacts. Et parfois même dans les CRM, on peut avoir des données obsolètes. Pour illustration, nous avons un de nos clients qui, par le jeu d'acquisition des entités, s'est retrouvé avec 7 CRM différents, donc avec 7 bases clients qu'il souhaitait regrouper dans un nouvel outil et donc les migrer dans un huitième. Alors juste pour la petite histoire, Levallois-Perret était écrit avec une vingtaine d'orthographes différentes. Alors Levallois était écrit avec un ou 2 L, Perret un ou 2 R, avec accent circonflexe, sans accent circonflexe, donc ce qui rajoutait la combinatoire au nom de la ville, vous l'avez bien compris. Ouais, donc une assez grande complexité. Et qu'est-ce qu'on a pu faire dans ce contexte avec Teledata? Alors la structure des champs, au-delà de ces complexités et en plus se rajouter que la structure des champs n'était pas identique. Et par exemple, dans l'ancien logiciel, il y avait le nom et le prénom des contacts qui étaient dans le même champ, alors que dans le nouveau, ce qui paraît plus logique, il y avait un champ pour le nom et un champ pour le prénom. Ils étaient séparés. Donc pour régler ce type de problème, notre client a utilisé la fonction toute simple, séparer nom et prénom. Et en un clic, les valeurs ont été séparées dans 2 colonnes différentes. On est bien d'accord, hein, que c'est impossible à faire facilement, sous Excel, sauf si vous êtes, OK pour avoir des cloques au doigt. Notre client avait aussi, au-delà des champs qui n'avaient pas la même structure, la base était faite différemment aussi. Dans l'ancien outil, dans la fiche société, il y avait les informations de la société, il y avait son adresse, il y avait les contacts, il y avait les numéros de téléphone, tout était à la queue leu leu dans la même fiche là. Alors que dans le nouveau CRM, il y avait un référentiel pour les contacts, un pour les sociétés, il y en avait même un pour les adresses. Donc toutes les données, elles n'étaient pas séparées, n'étaient pas structurées de la même façon. Donc pour résoudre ce problème et cette étape et arriver à mettre les données au bon endroit, aux bons endroits, c'est la fonction d'une diffusion qui a été diffusée
prête à l'emploi, toujours pareil, elle permet d'éclater et de passer d'un jeu de données monolithique vers un jeu de données thématique. Donc une fois que toutes ces données ont été éclatées, on peut tout nettoyer alors? Exactement, et c'est ce qui s'est passé. Notre client s'est rendu compte, par exemple, que ses chiffres d'affaires n'étaient plus à jour. Ils dataient d'il y a quelques années et ils avaient jamais été rectifiés. Donc en face de chaque client, il y avait des chiffres d'affaires qui ne collaient pas tout à fait. Donc dans Tell of Data, on trouve en complément des fonctionnalités dont on a déjà commencé à vous parler, des catalogues de données qui sont en open data, donc libres de droit. Et c'est l'utilisation de la base SIRET et des fonctions d'enrichissement de Tell of Data qui ont permis d'intégrer dans le nouveau CRM des données à jour sur les chiffres d'affaires, les effectifs, etc. Et après la migration, notre client a mis en place des traitements qu'il a appelés des pare-feu qualité. On a trouvé que l'expression était intéressante, donc on a eu aussi envie de vous la partager. Je peux vous citer trois traitements rapidement. Alors, les chiffres d'affaires sont dorénavant maintenant contrôlés. Ce point était vraiment important pour lui car le chiffre d'affaires est une des clés de répartition des portefeuilles des commerciaux. Donc les données sont maintenant mises à jour régulièrement. Plus de friction sur ce sujet qui est un sujet ô combien sensible. Ensuite, pour prendre l'exemple d'un deuxième traitement, a été mis en production, un pour enrichir les fiches clients avec la même base, SIRET qui avait été utilisée pendant la migration. Donc quand on a un nouveau client et qu'il est intégré dans le CRM, certaines informations ne sont plus à compléter. Elles se remplissent toutes seules la nuit. Plus personne ne râle donc sur le fait que créer une fiche client, c'est long, c'est compliqué, Oui, donc ça veut dire une amélioration considérable de la qualité, un enrichissement des données, automatiquement la nuit et par rapport à l'ancien problème d'avoir des gens qui rendent des fiches clients en double, en triple, est-ce que le pare-feu qualité, ça marche aussi? Ouais, effectivement, le pare-feu qualité n'a pas été que pour la phase de migration, mais effectivement, il a été mis en production et le client a mis en place un traitement, qui fait la traque aux données presque pareilles, approchantes. Par exemple, ils avaient, un client dans leur CRM qui était la société Obino, qui pouvait être écrite de plein d'orthographes différentes. Alors Obino, O-A-U, E-A-U, au début, à la fin, bah, c'est comme le Valois-Perret, hein, les combinatoires sont multiples et c'est les traitements, qui ont été mis en place, intégrant les algorithmes phonétiques avec un rapprochement flou comme vous l'a dit Roby tout à l'heure, ils ont permis de surveiller la création de doublons. De plus, Tell of Data suggère ce qu'on appelle un indice de confiance lorsqu'il détecte 2 termes à la phonétique, proche, il calcule une pondération et il vous livre, voilà, c'est un doublon à 100 99 70 et avec ce genre de traitement qui tourne tous les jours, on limite, le risque d'introduire des doublons dans le système et donc on maintient la qualité dans la durée. La recette, le résultat des courses de ce cas, c'est que l'utilisation d'un logiciel no code avec des fonctions prêtes à l'emploi qui utilisent entre autres l'intelligence artificielle qui est embarquée, ont permis de réaliser une migration sans douleur et c'est quand même pas des moindres. Ensuite, il a été possible d'enrichir des données obsolètes, s'il y en avait besoin en croisant avec d'autres données et là, c'était des données externes, mais ça pourrait être aussi des données internes à votre organisation. Et la mise en place de traitements ont permis de surveiller dans la durée et permettent toujours de surveiller dans la durée la qualité des informations contenues dans l'outil. Oui, donc voilà un exemple, dans un contexte complètement différent, celui de la migration de CRM et je crois que c'est le moment pour un deuxième Ouais. sondage, Valérie. Effectivement, deuxième sondage, exactement, nouvelle petite pause. Donc, 2e sondage, là, vous avez 1 minute pour répondre. Il va se lancer, voilà, ça y est, normalement, il devrait apparaître. 1 minute pour répondre et puis, toujours pareil, vous pourrez visualiser les résultats, lorsque tout le monde aura répondu. Heu, Roby, à Ouais, toi de nous présenter notre troisième cas pour, partager. oui, le troisième exemple, je vais vous parler du service desk du futur. Donc de quoi s'agit-il? C'est quelque chose qu'on a vu chez nos clients. Alors, c'est c'est l'histoire d'un service desk donc dont la mission est de répondre à des demandes. Il fait face à des demandes. Donc, il y a des clients internes à l'organisation, qui posent des questions, qui disent, «Je voudrais, les infos RH de tel site, je voudrais, la liste pour telle branche d'organisation de
d'informations relatives à des personnes ou à du matériel, des ordinateurs, des licences de logiciels, des choses comme ça. Et donc, en fait, il y a un flux ininterrompu de questions en disant « Est-ce que je pourrais avoir la liste 2 ?» Et très souvent, c'est la même question qui est demandée, donc quasiment la même question qui est demandée. Et puis quand c'est pas la même, c'est une question légèrement différente. Et pour répondre à la question, c'est nécessaire de piocher un peu partout dans le système d'information. Toutes les informations ne sont pas au même endroit. Il faut piocher un peu partout et il faut croiser les données pour pouvoir répondre à la question. Et le travail du service desk est vraiment très pénible parce que c'est à peu près la même question qui est demandée et à chaque fois, c'est un travail d'orfèvre pour préparer la réponse et la renvoyer au demandeur. Et donc, ça prend beaucoup de temps, c'est très lent, c'est épuisant, il y a un fort turnover dans le service desk, on réinvente la roue à chaque fois. Et puis, donc les gens qui travaillent dans le service desk ne sont pas très heureux. Et du côté des clients du service desk, ce n'est pas non plus extraordinaire parce que le service desk n'a pas une très bonne performance, c'est pas très performant, répond pas de manière très fiable aux questions, pas très vite, a du mal à répondre. Et donc c'est pénible pour tout le monde. Et il faut faire quelque chose. Et la solution, en réalité, ça passe par travailler moins et de pouvoir répondre aux questions plus vite. Et tout ce dont je vous ai parlé plus tôt sur la simplicité, la concision d'un outil no-code, ça s'applique ici aussi. Si vous utilisez un outil no-code pour le service desk et que vous le mettez entre les mains des utilisateurs métiers et que cet outil no-code comme Tale of Data, il peut parler avec toutes les données, il peut se connecter à toutes les bases de données, à tous les éléments dans votre système d'information, vous pouvez capitaliser sur le travail que vous faites et utiliser des flows, nous on appelle ça des flows, des traitements pour traiter la donnée et obtenir la réponse, et faire ça très vite. Et non seulement vous pouvez les faire très vite, mais en plus vous pouvez réutiliser le travail que vous avez déjà fait. Donc si on vous demande la même question un mois plus tard, alors il faut travailler avec des données fraîches. En fait, avec Tale of Data, vous n'avez rien besoin de faire d'autre que d'appuyer sur Play et de relancer le traitement. Tout le travail que vous avez fait la fois d'avant pour répondre à la même question est toujours valable. Vous pouvez le réutiliser. Et quand on vous demande une question qui est presque la même que la dernière fois, vous pouvez dupliquer le flow sur lequel vous aviez trouvé la réponse la dernière fois. Et comme il est très facile à lire et que c'est très intuitif, vous pouvez le modifier pour l'adapter à la question. Donc, vous ne repartez pas de zéro, vous ne réinventez pas la roue. Vous avez des flows qui sont faciles à lire et que vous pouvez reprendre et réutiliser. Et avec Telodata, vous avez une centaine d'opérations de transformation sur vos données. Donc, tout est déjà présent dans le logiciel, tout est déjà là pour traiter la donnée. Et donc, vous pouvez utiliser des fonctions qui sont prêtes à l'emploi et qui simplifient beaucoup le travail pour répondre à des questions, pour faire des opérations de merge, de combinaison, de listing, de choses comme ça. Vous pouvez aller très vite parce que vous avez des fonctions puissantes et qui sont à votre disposition dans un environnement no-code. Et enfin, une dernière chose est que vous pouvez automatiser le lancement de ces traitements. Si un de vos utilisateurs, un de vos clients a besoin d'un listing toutes les semaines ou tous les jours ou le premier jour du mois, vous pouvez programmer ça juste en cliquant dans Tale of Data pour dire je veux que ça se soit envoyé par mail à telle liste de personnes une fois par mois ou tous les premiers jours de la semaine, comme vous voulez. Et ça ne vous demande pas d'effort, vous n'avez pas besoin d'appeler quelqu'un d'autre pour le faire, vous pouvez le faire directement vous-même. Et donc évidemment, ça change complètement la performance du service desk, l'ambiance dans l'équipe, la satisfaction des clients. Il y a un changement d'échelle visible dans la capacité du service desk à assurer sa mission et à satisfaire les demandes. Et ça, c'est un autre cas où le client est très satisfait de la solution de no-code qu'il emploie pour ce problème.
Voilà et donc je pense que maintenant, Valérie, tu vas nous emmener, pour finir dans un univers Ouais, complètement différent, complètement. le monde automobile. Exactement, l'univers des voitures. Je vais, illustrer un nouveau cas de préparation de données à travers, les achats de véhicules d'occasion sur des sites en ligne. Alors les sites internet de vente de véhicules d'occasion utilisent l'Argus pour calculer les prix de vente, des véhicules et les organismes de financement, pardon, utilisent Eurotax. Pour l'Argus, un véhicule, qu'est-ce que c'est? C'est une somme d'attributs, un nombre de portes, un type de coffre, une motorisation, une boîte de vitesse, bref. Au total, pour un véhicule, il peut y avoir des dizaines et des dizaines de modèles différents. OK et donc l'Argus, tout le monde voit ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est qu'Eurotax? Alors Eurotax, c'est à peu près pareil, sauf qu'on ne le connaît pas beaucoup. C'est un listing qui ressemble à l'Argus, mais qui est organisé différemment. Et donc un internaute, quand il va sur un site de vente de véhicules, il clique sur un véhicule qu'il choisit et qu'il a vu à l'écran. Il demande une simulation de prêt. Et le clic qu'il fait quand il fait sa demande de simulation de prêt envoie une requête sur le serveur de l'organisme de crédit. Et il faut qu'en 3 à 5 secondes maximum, l'internaute ait une proposition de financement qu'il puisse l'accepter. Alors vous l'avez bien compris, vous me voyez arriver. L'organisme de crédit reçoit des informations qui sont calculées à partir de l'Argus et doit trouver la correspondance dans Eurotax, sachant que bien sûr, il n'y a pas de clé commune entre les deux. Donc cet organisme de crédit a fait travailler son service informatique pour trouver des règles de correspondance entre les 2 référentiels et ils sont arrivés à 55 de résultats, ce qui n'était pas satisfaisant. Ah oui, parce que ça veut dire que dans 45 des cas, Mmh, on ne pouvait pas retrouver le bon véhicule dans Rotax, donc c'est un peu gênant pour mmh. proposer un crédit en quelques secondes. Si on retrouve pas le véhicule dans le référentiel, on va pas pouvoir proposer. Donc j'imagine, on voudrait, au moins 80-90 de correspondance. Comment est-ce qu'on peut passer de 55 à 90? Alors en faisant du 4 mains. Les utilisateurs de Tell of Data se sont assis à côté des professionnels des véhicules et ils ont pu voir à l'écran la mise en place des traitements, suivre et comprendre ce qui était fait. Donc ils ont pu réellement travailler, à 4 mains car il n'y avait pas de barrière technique, entre eux 2. Et qu'est-ce qui a été utilisé comme fonction, pardon? Des jointures spéciales qui permettent facilement la concaténation, de colonnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont regroupé le modèle, le nombre de portes, la motorisation, donc des éléments précis et structurés en groupes de mots. Alors pourquoi cette étape a été facilitée par Tell of Data? Parce que les algorithmes qui sont utilisés recherchent le maximum de mots en commun, quel que soit l'ordre de ces termes. Il sait s'en affranchir, ce qui permet de trouver la meilleure correspondance entre les deux groupes de mots, quel que soit leur ordre. Cependant, malgré les progrès, ce n'était pas tout à fait suffisant. Il y avait encore des cas non couverts. On pouvait trouver un véhicule dans l'Argus et en face, on avait deux véhicules dans Eurotax. Donc, il fallait trouver d'autres critères de différenciation. Et c'est là où le logiciel a fait la différence. Le fait de pouvoir mettre à côté les deux parties du projet, de partager les écrans a permis de trouver la solution. Mais justement, quelle a été la solution? Alors l'équipe a décidé d'ajouter des nouveaux critères qu'elle ne pouvait pas mettre dans la clé au départ car pas assez standardisé. Et c'est l'émission de CO2 qui a été proposée par un expert. Alors le CO2, ce n'est pas une donnée fixe. Elle varie pour un même modèle de quelques dizaines de grammes par kilomètre. Donc c'est une fonction de correspondance floue qui a été utilisée. Elle a permis de faire des recherches sur des données approchantes et dans le cas présent aux alentours de 100 grammes par kilomètre. L'interface du logiciel qui est user-friendly a permis au métier de comprendre tout ce qui était fait à l'écran, de pouvoir aiguiller sur le critère le plus pertinent l'utilisateur de Tell of Data et ils ont pu arriver à 95% de résultats positifs, donc au-delà des 90 dont tu parlais, donc soit une correspondance de 19 véhicules sur 20. Et en fait, en analysant les 5% restants, ils se sont rendus compte que c'était des correspondances qui ne présentaient pas de différence en fait au niveau du plan de financement, donc sans impact sur le résultat attendu par l'internaute et sans risque, surtout pour l'organisme de financement. Pour conclure, mettre côte à côte un utilisateur de Tell of Data, un expert métier qui a une problématique permet aux deux parties de parler le même langage. La recette, rien de magique, l'utilisation d'un logiciel no-code permettant du 4 mains, la mobilisation de fonctions de logique floue pour travailler sur des termes approchants, pas facile de travailler de cette façon-là avec d'autres outils
un Excel ne pourrait pas, par exemple, et puis l'utilisation de fonctions prêtes à l'emploi. Et là, dans tous les cas et les 4 cas que nous vous avons présentés, on a illustré l'usage de fonctions qui étaient toutes prêtes, qui sont embarquées dans l'outil. Mais il est bien évidemment possible de faire la même chose en utilisant ses propres règles et en les écrivant en langage naturel. C'est la vertu du no-code, tout le monde peut s'y mettre. Donc en somme, avec Teledata, on a un outil puissant, accessible à tout le monde. Qu'est Exactement. qu'est-ce qu'il faut faire pour en savoir plus? Alors, si on a éveillé votre curiosité, on a débordé de quelques minutes, notre webinaire va se terminer ici. Si vous voulez en savoir plus sur cet outil no code, rendez-vous, sur notre site internet, la partie ressources. Vous avez la page des événements, vous verrez les prochains webinaires qui, eux, sont orientés, certains sont orientés un peu plus présentation du logiciel. Vous avez aussi des formulaires pour demander, un rendez-vous ou une démo, nous écrire par mail, à l'adresse qui s'affiche ici et on a choisi de ne pas vous relancer, après cette participation à notre webinaire. Donc on vous laisse nous contacter si vous voulez en savoir plus. Dans tous les cas, merci à vous pour votre participation, votre attention jusqu'au bout et on espère vous revoir très bientôt dans d'autres contextes. À bientôt, au revoir. Au revoir.